Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Un immeuble R+2 s'est affaissé aujourd'hui même à la Riviera Palmeraie. À l'heure où nous parlons, nous dénombrons, selon les services de la communication du ministère de la Construction, 2 morts, 18 victimes et 7 blessés. Bienvenue, c'est le grand talk, on démarre maintenant. Merci d'être avec nous ce soir. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir la grande Christelle. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous, bonsoir aux frères du Sherman et bonsoir surtout à Barakissa du côté de Adjamé Brakodi, qui c'est, voilà. Bonsoir Christelle au passage. Bonsoir Daouda. Saluons aussi Dominique Yaba, une de nos fans. Oui, bien sûr, et on parlait dira de avec Barakissa, Karamoko, Mélé, Pagny, en tout cas tous ceux-là qui sont avec nous tous les jours sur notre direct. Daouda, je reste avec vous, l'ami de Barakissa. Le Congo Fou qu'il faut saluer aussi. On fera, bon, je pense, essayons de faire s'il vous plaît, Daouda, on fera les salutations en fin d'émission, mais il fallait bien sûr qu'on salue nos amis de cœur. Daouda, on reste avec vous sur ce problème qui s'est donc passé aujourd'hui du côté de la Riviera Palmeraie. Quelles sont les raisons de l'affaissement de cet immeuble et ensuite votre commentaire? D'accord. Déjà, il faut dire que, comme vous l'aviez dit dans vos propos liminaires, il y a un immeuble R+2 qui s'est affaissé. On a essayé d'appeler les uns et les autres qui sont proches du dossier pour leur demander les causes profondes de cet affaissement. Selon les géotechniciens du ministère de la construction qui ont été envoyés sur les lieux, à côté de l'immeuble qui s'est affaissé, en fait, il y a un immeuble en construction. Et dans cet immeuble-là, le propriétaire souhaite faire en fait un sous-sol. Donc, dans la fouille, pour creuser encore plus profond, il a touché en fait aux fondations de l'immeuble mitoyen. Ce qui a créé cet affaissement qui, selon les sources sécuritaires, comme vous l'avez si bien dit, a fait 18 victimes, dont 2 décès confirmés. Les 16 autres blessés ont été évacués très rapidement au CHU de Hongrie. Pour ma part, ça c'est mon commentaire, je trouve cela regrettable parce que j'estime que aujourd'hui, les gens, quand ils veulent construire, ils ne pensent pas aux autres. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu veux construire un immeuble avec un sous-sol que tu ne vas pas prendre en compte le fait qu'il y a un immeuble qui est déjà construit, bien bâti, avec des commerces, des gens qui habitent à l'intérieur. Et je tiens à rappeler que par la même occasion, le ministère de la Construction a évacué l'autre immeuble qui est juste à côté, qui n'a pas encore été touché, qui ne s'est pas encore affaissé ou effondré, mais par mesure de sécurité, ils ont demandé aux habitants de l'autre immeuble de se déplacer parce qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut s'affaisser aussi. Donc voici en gros le point de la situation. Alors après ce point de situation, Barry, quel commentaire en fait vous? D'abord, mes condoléances aux victimes et mon soutien à toutes les personnes qui ont été blessées au cours de ce malheureux incident. Et quand je dis ça, je repartirai sur le fait que le ministère a évoqué l'impact du voisinage, la construction d'un immeuble à côté où le monsieur a voulu creuser pour faire un sous-sol. La cause principale, c'est qu'il faut dire que dans notre société, on a tendance à avoir une société fortement individualisée, où le bien-être personnel prend le dessus sur le bien-être collectif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui construisent, mais qui ne pensent pas à leur voisinage. Et quand c'est comme ça, c'est dommage parce qu'un de vos actes peut impacter dramatiquement votre voisin. La preuve. Et c'est ce qui est arrivé là. Le monsieur a construit son immeuble. Malheureusement, son voisin, entre griffes indélicat, a voulu profiter, se faire plaisir, parce que c'est ça, lui, il a ses ambitions. Il veut faire un sous-sol sans tenir compte de ses voisins. Et Daouda l'a rappelé tout à l'heure, il y a un deuxième immeuble qui a été évacué. Par mesure de sécurité, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas jusqu'où même les conséquences peuvent aller. Il faut interpeller les uns et les autres. Je pense que c'est vrai que l'État est l'organe qui régule la vie en société, mais il faut aussi que les bureaux d'études techniques, l'État fasse le ménage. Parce que ce travail-là, si c'est un bureau
d'études techniques sérieux qui est là, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il sait que le sous-sol va impacter, va avoir des conséquences sur les habitations voisines. Très bien. Il faut donc situer les responsabilités. Votre voix et votre avis nous intéressent. N'hésitez pas à nous joindre au 98 070 pour donner votre avis sur cette situation dramatique qui s'est déroulée donc aujourd'hui du côté de la Riviera Palmeraie. Marius, pendant qu'on parle de situer les responsabilités, quel est votre point de vue? Il y a forcément un contrôle, le bureau de contrôle qui devait valider si oui ou non faire ce sous-sol. Enfin bref, quel est votre avis sur cette problématique, Marius? À la matière, il faut parler plutôt de responsabilité des constructeurs d'ouvrages. Vous avez les architectes qui sont responsables de la conception de l'ouvrage, de sa fonctionnalité, mais également de son esthétique, de son harmonie, tant au niveau de la forme que des couleurs. Mais au-delà de l'architecte, vous avez également les ingénieurs. Les ingénieurs qui sont les responsables de la stabilité du bâtiment et de ses aspects techniques. Et puis enfin, vous avez l'entrepreneur qui, lui, par contre, qui a en charge l'exécution du bâtiment sous le contrôle de l'architecte et de l'ingénieur. Bon, alors, comment on a pu avoir une autorisation de construire venant par exemple du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme pour l'immeuble d'à côté, sachant bien qu'une telle fondation avec un sous-sol déstabiliserait, à n'en point douter, les immeubles d'à côté. Bon, c'est ce qui nous amène à nous interroger sur la responsabilité des uns et des autres, tant au niveau étatique que des structures spécialisées que sont les maisons d'architecture, d'ingénierie et autres. Nous avons en Côte d'Ivoire un certain nombre de normes qui sont rendues d'application obligatoire en matière de BTP. Et en la matière, c'est le ministère de l'Industrie, à travers Codinome, Côte d'Ivoire Normalisation, qui est en charge d'accompagner l'ensemble des entreprises qui mettent sur le marché des produits, des produits et services rentrant en ligne de compte dans la construction des bâtiments, dont le ciment, dont le fer à béton. Or, tenons-nous bien, en Côte d'Ivoire, sur environ 20 à 21 entreprises qui mettent sur le marché du fer à béton, vous n'en avez que uniquement 6 qui sont suivis par Codinome. Donc, je reviendrai là-dessus puisqu'on nous fait signe qu'il y a un appel. On va prendre l'appelant Marius Komoré, mais vous restez dans votre... N'oubliez pas votre là. Je vous en prie. Monsieur Kofi Blaise, vous nous appelez de Yopougon. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé à la Riviera Palmeraie aujourd'hui? Bon, il y a tout à l'heure, le journaliste a parlé d'un point concernant le bureau technique. Je pense que le bureau technique n'est pas forcément responsable de ça parce que le plus souvent, le bureau technique... On l'a perdu, je pense. Très bien. N'hésitez pas. Oui, allez-y, vous êtes là, oui. Il est là. Oui, tout à l'heure, le journaliste a parlé des bureaux techniques. De leur responsabilité, oui. Et je pense que ce n'est pas forcément le bureau technique. Le plus souvent, le bureau technique vient vérifier les travaux, tout ça. Mais derrière, celui qui construit la maison, le plus souvent, il fait ce qu'il veut. Parce que ça dépend, il fait ce qu'il veut, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, je pense que le ministère même doit vraiment, à tout moment, passer pour voir s'il respecte vraiment les normes. Parce que, comme je l'ai dit, le bureau technique peut délivrer pour dire « Ah, le sol n'est pas bon ». Mais derrière, l'entrepreneur, maintenant, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense que le ministère même doit, à tout moment, passer pour voir si vraiment l'entrepreneur qui est sur le terrain respecte tout ce qu'ils ont demandé. Merci. Merci beaucoup, M. Kofi. Je rappelle que vous nous appeliez de Yopougon et votre propos est très important pour nous. Marius, vous parliez des normes au niveau de ceux qui vendent de fer à béton. Exactement. Tenez-vous bien, les fers à béton qui pullulent sur nos marchés et dans les différents points de vente de fer à béton ne sont pas tous certifiés, ne sont pas tous aux normes, tant dans le process de fabrication, de stockage, de distribution et de commercialisation. Il n'y a qu'une seule et unique entité en Côte d'Ivoire qui a toute l'expertise en la matière, parce que créée par l'État et le secteur privé ensemble. Et c'est Codinome, qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Et je peux vous dire qu'à la matière, et nous travaillerons sérieusement aux côtés de ces organismes, et nous savons le sérieux qui est mis
dans l'exécution de leurs tâches. D'ailleurs, pour ne pas laisser la structure Codinome exécuter toute seule ses charges, le ministre en charge de l'industrie a mis à leur côté la direction générale de l'industrie qui vient en appoint, pour ne pas dire derrière, surveiller le travail abattu par Codinome. Donc, c'est un travail important que joue l'administration publique à travers le ministère de l'Industrie pour assurer la qualité des produits et des services. Malheureusement, en matière de ciment, vous avez des entreprises qui ne sont pas certifiées et qui fonctionnent. Et ce n'est pas du tout normal et l'État laisse faire. On revient à vous justement. Herman, on chute un peu sur ce qu'on va recueillir un peu ce que Marius a dit. Il dit que l'État laisserait faire. Je préfère aller sur ce point-là. Il a parlé donc des entreprises qui vendent le fer à béton. Est-ce que justement tout ceci ne rentre pas en ligne de compte quand il y a ce genre de dégâts, ce genre de malheurs, de sinistres qui arrivent aux populations? Déjà, il faut que je salue comme mes confrères ma compassion, ma solidarité à toutes les victimes, les blessés graves et surtout les malheureux décès déplorés. Bon, je pense que déjà, concernant la responsabilité du gouvernement au niveau du ministère de la Construction, quand même, je veux dire, quand on regarde le point qui est fait au niveau des inspections depuis 2023, depuis 2021, on a aujourd'hui, en 2023, il y a eu 18 874 quand même chantiers qui ont été inspectés. Oui. Et en 2022, il y en avait 14 190. On voit déjà la progression. Mais quand on va plus loin, en 2021, il y avait déjà 9 867. Progressivement, le gouvernement, à travers le ministère de la Construction, fait un travail. Vous savez bien qu'au fur et à mesure, avec les critiques qui sont faites, les gens s'améliorent. Il faut pouvoir quand même avoir la responsabilité de le dire. Donc, il faut saluer ces efforts-là. Il faudrait même que les moyens de coercition, moi, c'est surtout cela. Exactement. Il faut que maintenant, le gouvernement regarde ceux qui font mal leur travail, les bureaux de contrôle qui font mal leur travail, les bureaux d'études techniques qui font mal leur travail, il faut pouvoir les sanctionner. Même les chefs d'ouvrage qui font mal leur travail, il faut pouvoir les sanctionner. Les agréments, c'est quand même le gouvernement qui le donne. Ça, on le sait aussi. Mais il faut prendre le temps aussi de mener des enquêtes. Parce qu'avec ce qu'on a vu, on voit bien que ce n'est pas seulement les propriétaires des immeubles en construction qui sont forcément responsables d'un affaissement ou bien d'un effondrement ou bien d'un sinistre sur le bâtiment. Il peut y avoir des comportements d'autres voisins qui posent là. Daouda l'a bien situé. Il s'agit des fouilles qui sont menées par un bâtiment en construction. Voilà. Peut-être qu'il veut aller faire un sous-sol dans une fondation. Ça peut écrouler effectivement la structure du premier bâtiment. Quand il y a un appel, on y va. Très bien. Monsieur Kwamlan Émile, vous nous appelez des deux plateaux. Monsieur Kwamlan Émile, je pense que... Monsieur Kwamlan, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, alors comment est-ce que vous réagissez à cet affaissement de cet immeuble du côté de la Riviera Palmeraie? Moi, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. J'ai constaté déjà qu'il y avait un permis de construire qui était mis à l'entrée du chantier. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a eu des plans béton qui ont été faits par un bureau d'études ou un bureau de structure et c'était validé par la CITES, d'où le permis de construire. Maintenant, moi, ma question est de savoir, est-ce que cette zone-là, c'était une zone où on devait construire un sous-sol ou pas? Est-ce que toutes les mesures de sécurité ont été prises? Parce que quand je regarde les photos sur les réseaux sociaux, j'ai même vu la machine qui fait les tests d'études du sol. Donc sûrement que les mesures étaient en train d'être prises pour savoir si on devait faire le sous-sol ou pas, s'il fallait construire. Et aujourd'hui, quand vous construisez un bâtiment, il se trouve qu'il y a des normes. On ne doit pas construire jusqu'à coller la clôture du voisin. Mais quand on regarde les photos, les fouilles qui sont dans les faits, ça prend tout le terrain. Donc, avec la pluie ces 2 jours, je ne dirais pas que forcément c'est la responsabilité du monsieur qui est en train de construire son immeuble à côté, mais la pluie aussi a pu jouer dans cet incident malheureux que nous connaissons. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Kwamlan. Merci de votre réaction. Merci beaucoup. Nous apprécions votre appel. Herman? Oui, pour terminer rapidement, effectivement, quand on regarde les images, on voit qu'il y a des bâtiments qui sont à côté qui peuvent donner aussi l'impression qu'on pourrait avoir du sol même à côté, parce qu'il y a des bâtiments qui sont carrément comme si c'était dans une sorte de marécage. Donc, bon, je pense que les études de sol quand même sont faites. Sont faites. Pour terminer rapidement, Oui, il ne faudrait pas, moi je ne crois pas que ça soit, on doit aujourd'hui crier sur, blâmer l'étude de sol qui n'a pas été bien faite. Parce qu'à la Palmeraie quand même, parce que les gens évoquent selon le terrain, à la Palmeraie, ce n'est pas 1000 immeubles qui sont construits. Il y a déjà eu des cas comme ça. Il y a quand même des cas comme ça, mais je veux dire que ce n'est pas des cas... Ce n'est pas de grande ampleur. Les bâtiments ne tombent pas comme ça. Le bâtiment, là, ce n'est pas un nouveau bâtiment non plus. Ah, Donc, il continue à s'affaisser parce qu'il faut vraiment que le ministère regarde un peu plus près pour mêler les enquêtes, pour situer les responsabilités. Daouda, au total, aujourd'hui, qui est responsable pour éviter que cela ne se reproduise demain? Non, je pense que je ne pourrais pas dire qui est responsable sur ce plateau-là, parce que la seule personne capable de dire qui est responsable, c'est le juge. Et je pense qu'à la matière, aujourd'hui, le ministre Amédée, qui a su l'intérim du ministre Bruno Koné, ministre de la Construction, était sur le terrain au nom du gouvernement, accompagné du procureur. Je pense qu'ils vont instruire des enquêtes pour situer les responsabilités. Mais ce qu'il était important pour moi de dire, c'est qu'on a un devoir d'information. Pour ceux qui suivent beaucoup qu'on appelle ça, les canaux de communication du ministère de la Construction, je pense que le ministre de la Construction, en son temps, avait fait une sortie pour dire que souvent, ils font les contrôles sur le terrain de tous les bâtiments en construction. Mais il y a souvent un manque d'effectifs pour gérer tout ça, en fait. À qui la faute, Daouda? Non, le manque d'effectifs, s'il n'y a pas de personnel pour le faire, ou bien il n'y a pas de moyens roulants pour le faire, vraiment, je pense que ça aussi, c'est une problématique. Et pour pallier à cette problématique, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire le ministère, mais est-ce que vous savez que généralement, quand un bâtiment est construit et habité, il n'est plus sous la tutelle du ministère de la Construction. Il est sous la tutelle de la mairie, de la municipalité. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient mis une task force en place, ministère de la Construction, mairie et district autonome d'Abidjan, de sorte à ce qu'il y ait une synergie à faire le maximum de contrôle des habitations. Le premier appelant a dit quelque chose qui est très important et ça a attiré mon attention. Souvent, une fois, tu vas voir sur des bâtiments en construction à démolir. Mais tu es choqué de voir que 2 jours, 3 jours après, les gens continuent de construire. Parce que sûrement... Donc, qu'est-ce qui ne va pas, justement? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Premier point, peut-être il y a un manque de personnel. Parce que les gens vont faire le tour de toutes les constructions. Le nombre de constructions qui se passent en Côte d'Ivoire en une journée, vous voyez que c'est assez compliqué. D'accord, je m'arrête en attendant l'appel. Il est parti. Nous appelait de Boaké, il est parti. Mais là-dessus, l'argument de personnel, manque de personnel, il y a des gens qui sont là... Est-ce que, selon vous, ça pourrait tenir? Oui, mais je veux dire que si dans un secteur, il y a manque de personnel, pendant qu'il y a de l'activité, il faut employer les gens pour qu'ils travaillent. Il faut recruter les contrôleurs. Oui, donc je veux dire que ce n'est pas un argument qu'il faut tenir. Puisque si il y a manque de personnel, parce qu'il y a une certaine croissance en termes de construction de bâtiments inspectés, il faut recruter des gens. Les Ivoiriens cherchent du travail, ils vont avoir du travail pour aller inspecter. Mais Eman, tu as parlé d'un point qui était important rapidement. Tu as dit qu'il fallait des moyens de coercition. Moi, au-delà des moyens de coercition, moi je veux que les Ivoiriens, même, il y ait un sens du civisme en fait. Quand le doyen Marius Komoué, quand toi-même tu es en train de construire un bâtiment où des êtres humains vont aller dormir et qu'au lieu d'acheter des fers à béton qui sont sérieux, du ciment qui est sérieux, tu t'en payes du matériel de basse qualité. De la craie, tout ça. Et de la craie, tout ça, pour que des êtres humains aillent... De la poudre de kaolin. J'ai même envie de dire la poudre de perlimpinpin pour que les gens aillent y dormir. Je dis, quid de ta responsabilité? Tout à l'heure, toi et moi, on en parlait. On a vu un ami, toi et moi, aux États-Unis, une fois, qui fait un bureau de contrôle. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a choqué, en fait. Il m'a dit aux États-Unis, lui, il a un bureau de contrôle. Quand il contracte avec l'État américain pour dire que cette voie que vous allez construire, je vais contrôler cette voie-là. Si je dis que la voie va faire 100 ans, si la voie n'a pas pu tenir pendant les 100 ans, mais l'État va te poursuivre et tu vas aller en prison et tu vas même payer.
C'est pourquoi on parle de moins de coercition. Justement, Alors, et toi et moi, on est en phase. Vous êtes en phase, permettons à Marius On est en phase. Komori d'intervenir. Marius Komori, à ce niveau-là, oui. Ils le disent, et à juste titre, parce que dans le secteur du BTP, la question de corruption et de compromis des normes de construction sont les causes de tous les problèmes que nous voyons. Parce que si vous remarquez bien, en juin 2023, nous avons connu un immeuble R+6 dans le même sous-quartier de Cocody, à la Riviera Palmeraie, qui s'est écroulé avec 9 morts. C'est ça. C'est un sous-quartier, Palmeraie? Oui, bien sûr, puisque nous parlons, c'est la commune de Cocody. Dans un quartier, voilà. Enfin, non, c'est la commune de Cocody avec des sous-quartiers. Tout à fait. Voilà. Donc, la Riviera Palmeraie fait partie des sous-quartiers de Cocody, de la commune de Cocody. Donc, au regard de ce que nous disons, en principe, la durée de vie d'un immeuble R+, quel que soit, l'immeuble R+3, R+4, mais c'est au moins 70 ans. Sinon, c'est de 70 à 100 ans, la durée de vie minimum. Donc là, quand cet immeuble-là s'écroule, pour vous, il faut aussi regarder, c'est cela? Mais il faut regarder du côté des architectes, il faut regarder du côté des ingénieurs. On condamne trop souvent le ministère de l'Industrie, le ministère de la Construction, mais nous avons des architectes qui rusent justement dans la volonté d'un gain facile avec les normes de qualité qui doivent présider aux destinées de leur activité. Pas tous également, pas tous. Non, pas tous, mais je dis bien que pour la plupart en tout cas, pour ce que nous voyons, aujourd'hui vous construisez un immeuble, ça ne fait même pas 10 ans, vous voyez des fissures partout, des villas qui ont été construites il n'y a même pas 5 ans, c'est fissuré partout, parce que le propriétaire, lui, il met de l'argent, mais il fait confiance à un bureau de contrôle, à des ingénieurs, à des architectes, à des individus qui doivent vraiment réaliser sa volonté. Et puis, ils font tout et n'importe quoi au détriment de l'intérêt général, je veux dire au détriment de la poche de celui qui les a recrutés à faire son travail. Mon inquiétude maintenant va en direction donc des populations, de ces habitants de cet immeuble-là. Normalement, ils devraient être indemnisés ou pas, et qui est en charge de le faire? Encore faut-il que dans le contrat, est-ce qu'ils ont un contrat de bail? Et si d'ordinaire, bien évidemment, pour un tel immeuble, c'est évident qu'ils ont un contrat de bail avec le propriétaire, mais est-ce que dans le contrat de bail, on peut savoir, est-ce qu'il est édité clairement que le bâtiment est assuré? Très bien. La question reste allons à Angré, posée. messieurs, pour parler avec M. Guy Roland. Monsieur Guy Roland, bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, madame. J'aimerais intervenir concernant le sujet. Oui. En effet, je pense que ce problème n'est pas dû aux architectes, aux entreprises d'architecture et des cabinets de contrôle. Voilà. Je pense que c'est plus au niveau de l'entrepreneur qui a eu le chantier. Parce que ce type de problème, dans le domaine, c'est un peu comme, on appelle ça un tassement. C'est un tassement de choses. Voilà. L'entrepreneur qui a eu le projet n'a pas mieux apprécié techniquement sur le terrain. Parce que tout ce qui est plan et bureau d'études, ils font le travail nécessaire, et le ministère aussi fait le travail qu'il faut. C'est lorsque l'entrepreneur prend le marché, il vient sur le site, il ne prend pas en compte l'environnement du chantier à exécuter. Et il fait n'importe quoi, et c'est ce qui crée ce genre de problème. Alors, c'est un avis de spécialiste ou c'est votre point de vue personnel? C'est un avis de spécialiste. Alors, selon vous, c'est donc le sol qui n'était pas bon? Non, le sol est bon. Parce que lorsqu'on fait des études sur un sol, on donne les différentes fréquences de sol, les différentes couches de niveau à pouvoir décaisser. Tout à fait. Voilà. Maintenant, l'étude qui a été faite prend en compte le lot, c'est-à-dire le terrain en question. Le terrain, oui. Voilà, c'est plus le terrain. Les entreprises qui viennent faire l'étude du sol, ils viennent avec des machines, ils sondent le sol. Lorsqu'ils finissent de sonder le sol, ils vont au bureau en étude pour faire maintenant les différentes caractéristiques des couches de sol qu'ils ont à avoir. Si un bureau d'études, on a de très performants bureaux d'études en Côte d'Ivoire, ça, madame, je vous l'affirme. Voilà, si le bureau d'études confirme que ce sol-là peut supporter un sous-sol avec les différents niveaux qu'il faut, c'est possible. Maintenant, c'est à l'entrepreneur qui prend le marché lorsqu'il vient. Parce que l'entrepreneur, lui, vient avec des plans, mais il ne vient pas avec l'environnement du site.
qui vient en tant qu'exécutant. Bon, maintenant, l'exécutant qui constate qu'il y a des bâtiments de ce type-là sur ce même sol doit savoir qu'il y a une profondeur de minimum 2 mètres qu'ils ont eu à respecter. Donc, toi, ton sous-sol que tu vas partir peut-être à une profondeur de 4 à 5 à 6 mètres, il y a un recul à respecter, c'est-à-dire parce que ça bouffe même le terrain. Toi-même, ton terrain, tu es obligé de céder ton terrain pour éviter. Voilà, tu ne peux pas construire sur toute ta surface. Malheureusement. Tu ne peux pas construire sur toute ta surface. Alors, c'est une mauvaise appréciation de l'entrepreneur, je crois. Donc, selon vous, la responsabilité est déposée sur les épaules de l'entrepreneur. Oui, pour moi, c'est l'entrepreneur. Il a eu une mauvaise appréciation de ce type. Non, mais comme il est là, Monsieur Guy Roland, ne partez pas. Maryse, comment une question? Comme vous êtes là, vous savez très bien que l'entrepreneur ne travaille pas, je veux dire, n'exécute pas la construction d'un bâtiment sans le contrôle de l'architecte et de l'ingénieur. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça, c'est ce qui est formel. Mais aujourd'hui, il y a des propriétaires, il y a des clients qui travaillent avec des architectes, avec des cabinets d'études de sol, qui ont tous les documents, qui font toute la documentation pour obtenir le permis de construire. À cause du coût, parce que le coût d'étude est élevé. Donc, lorsque ces derniers-là finissent d'avoir le permis de construire, ils lèguent le chantier, ils font exécuter les travaux à un entrepreneur, on va dire, en brique, qui est un moins 10 ans, on va dire, un mieux 10 ans. On s'est compris. Un mieux 10 ans. On se comprend. Merci en tout cas, Monsieur Guy Roland, pour votre avis de spécialiste éclairé. Merci infiniment et continuez de nous suivre. Messieurs, le point de Monsieur Guy Roland est-il clair pour vous, Herman? Moi, je le comprends, mais moi, je pense que quand on regarde les sinistres qu'il y a en termes de construction et autres, les responsabilités doivent être partagées. Quand je dis ça, c'est pourquoi je préfère revenir à l'exemple que Daouda a cité tout à l'heure qui se fait en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a un sinistre et que ça crée des problèmes, on ne laisse pas tous ceux qui sont à charge de l'activité payer le prix et que l'État vienne lui-même chercher à trouver des solutions. Je prends par exemple, je vais faire une petite déclinaison. Vous regardez souvent dans nos rues, il y a des bétonneuses qui lorsqu'elles circulent, versent du béton sur le bitume qui a été fait avec l'argent des contribuables. Et du coup, finalement, ça abîme le bitume toute la vie. Mais qui va venir réparer cela? On attend encore l'État. Mais pourquoi est-ce que l'État ne fait pas le constat que c'est telle personne qui est passée avec la bétonneuse, qui a fait couler du béton dans sa circulation sur le bitume pour que cette entreprise-là ou cette structure prenne en charge la réfection de la voirie. Et du coup, ça crée des problèmes. Et il y a plein d'autres exemples comme cela. Les moyens de coercition, il faut que ces moyens-là soient effectifs. Très bien. Barry, votre point de vue, on termine avec vous. Non, je pense qu'il y a un élément de détail qu'on oublie dans l'analyse, c'est le côté humain. Tout à l'heure, on parlait de civisme et tout ça. Mais tout ça revient au côté humain. C'est l'homme qui fait tout. Les bureaux techniques, ce sont des hommes qui sont là-bas. Tout à l'heure, il a parlé de manque de personnel. C'est un manque de personnel, il faut recruter. Le bureau de contrôle, le superviseur du chantier. Et tout à l'heure, il a parlé de fer à béton, de trucs. Ça, c'est des matériaux, en fait, tu vois. Maintenant, l'homme, l'entrepreneur, le dernier appelant tout à l'heure, il a évoqué la responsabilité de l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, c'est un homme. Est-ce qu'il prend toutes les dimensions quand il porte son projet? Son objectif, c'est son épanouissement personnel. Il a dit, M. Guy Roland, le moins 10 ans. L'épanouissement personnel est en train de tuer la société. Parce que tous ces incidents que vous voyez là, quelque part, c'est une défaillance humaine qui est à la base. Ça peut être le chef de chantier, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être le contrôleur technique, ça peut être le responsable du ministère qui doit vérifier le travail qui ne le fait pas. Donc, il faut, pour terminer, dire qu'à chaque Ivoirien, la responsabilité de la vie sociale, c'est d'abord nous-mêmes d'abord. Donc, que chacun prenne ses responsabilités à son niveau, ça va nous éviter cette tragédie. Et c'est une belle conclusion, en espérant que les populations qui ont été donc déplacées de cet immeuble-là soient mises dans des conditions et surtout le bâtiment annexe qui a été évacué, vraiment, il faudrait que ces populations-là soient aidées parce qu'elles n'avaient jamais planifié cela de leur vie. Vous allez au travail, vous revenez, vous voyez quelque chose comme ça. Et puis, il faut se dire merci à Dieu pour la vie de ce vigile-là. La photo passe à l'antenne, qui est sorti indemne voilà, de cet affaissement de cet immeuble-là. Voilà. Et on espère que le maximum d'habitants en sortiront
vivants et Yako, encore un grand Yako aux familles. Messieurs, nous sommes le 4 juin aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on se transpose, on va un peu faire de la magie, se transpose au 18 juin. Pourquoi? Parce que simplement, le 18 juin, mesdames et messieurs, le chef de l'État, le président de la République, tranchera sur cette question devant donc le Congrès. Sera-t-il candidat ou pas? Marius Komoé, votre point de vue? Candidat, on ne saurait s'aventurer à le dire déjà, tellement le président de la République nous a habitués à souvent, j'allais employer un autre mot. Au dribble. Oh, oui, mais sincèrement, on ne peut s'aventurer à dire oui ou non, mais au regard déjà de ce qui a été annoncé par ces hommes autour de lui, et non des moindres, son cercle fermé au niveau du RHDP, les décideurs les plus grands, dont le secrétariat exécutif, le directoire du RHDP, tous, sans exclusion, ont annoncé que leur candidat naturel, c'est le président de la République. Et donc, au regard aussi de la Constitution, les compteurs, dit-on, au niveau des politiques, ont été remis à zéro. Et donc, cela a permis à M. Ouattara de faire un troisième mandat de la Troisième République, un premier mandat de la Troisième République. Il est bien évident que nous allons vers un deuxième mandat de la Troisième République, ce qui est du droit. Je l'avais déjà dit. Pour vous, sans surprise, donc, il remplit pour un prochain mandat. Mais pour moi, au regard des cadres qui existent, je sais que le RHDP regorge d'énormes cadres qui pourraient naturellement lui succéder. A-t-il encore la volonté de poursuivre l'œuvre gigantesque qu'il a déjà réalisée pour cette Côte d'Ivoire, avec toutes ces infrastructures que nous vivons? Est-il encore en possession de toutes ses facultés physiques? Est-il encore animé par cette volonté manifeste de pouvoir prendre les destinées de ce pays et de le conduire là où ses ambitions l'amènent? Lui seul aura la réponse et nous attendons donc ce mois de juin. Eh bien, je vais dire le 18 juin pour avoir donc Mais je reste avec la vous certitude. juste pour une question de précision. Vous avez dit, est-il encore avec toutes ses capacités physiques? Pour vous, le poids de l'âge, c'est de cela que vous voulez parler, Marius Komoé? Absolument. Le poids de l'âge, lui-même, il le disait il y a quelques années, à 80 ans, il n'était plus nécessaire d'être encore président de la République. C'est lui qui l'a dit. Et donc, si je m'en tiens à ses propos, je me dis que le poids de l'âge doit pouvoir jouer contre sa modeste personne. Daouda Coulibaly, quel est votre regard? Essayons un peu de faire de la fiction. Bon, On n'est pas prophète, mais on va essayer. Non, comme vous parlez de fiction, moi-même, je n'ai même pas envie de dire fiction. Vous voulez que je rêve comme Nabucodonosor Ou Nostradamus. Ou Nostradamus, mais je ne vais pas aller sur ce côté-là. Je pense que depuis que on a eu la réforme constitutionnelle, qu'il y a eu la deuxième chambre, le président nous a habitués à qu'on appelle ça, au Congrès, voilà, où il va faire l'état de la nation. C'est cela. Donc, sûrement, il va nous parler des avancées, parce que je pense que c'est un devoir de redevabilité vis-à-vis des Ivoiriens. Pendant un an, les Ivoiriens ont donné de l'argent, ont donné du pouvoir au président. Donc, à un moment donné, il faut qu'il vienne nous faire le point de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et qu'est-ce qui a empêché ce qui devait être fait de ne pas être fait. Ça, je pense que je suis sûr et certain que le président et comment fera ça sera fait peut-être. Comment ça sera fait. Maintenant, pour ce qui concerne sa candidature ou pas, je ne pourrais m'avancer sur la question. Parce que Marius l'a si bien dit, le président nous a toujours habitués à ne pas faire fuiter sa façon. Parce que c'est ça le caractère des grands dirigeants. On ne sait pas réellement ce qu'il va faire. Parce que vous vous rappelez, en 2020, qui savait que le président allait dire « je ne me présente pas », c'est Amadou Gon. Et puis après, qui savait après le décès d'Amadou Gon qu'il allait revenir. Donc, moi, je souhaite qu'on attende le 18 pour être sûr de ce qu'il va véritablement dire. Après, le 18, on pourra décrypter en long et en large sur sa candidature ou non. Très bien. Herman Aboua, Daouda Coulibaly nous a parlé de Nabucodonosor et de Nostradamus. Mais en tant qu'analyste, l'analyste politique que vous êtes, on peut se faire une projection. Votre idée, sera-t-il candidat? Messieurs, s'il vous plaît, écoutez Herman Aboua. Sera-t-il candidat ou pas? Je vais vous surprendre. Surprenez-nous. Je vais vous surprendre. Moi, je pense que le discours sur l'état de la nation, c'est un discours
tellement attendu Oui. que revenir par évoquer sa candidature ou non, qui est, pour ma part, qui est une volonté personnelle. Je veux dire que c'est comme si on ne mettait pas de la teneur au message que le chef de l'État voudrait bien passer ce jour-là. Moi, je pense qu'il y a des questions vraiment sur lesquelles qu'on l'attend. Les questions sur la vie chère, comme on l'a dit, c'est nous, on lui a donné le pouvoir. Et vous savez bien que depuis plusieurs mois, on pourrait même dire des années, ces questions, elle est préoccupante. La question de l'endettement, la question de l'énergie qui est difficile, où les gens parlent aujourd'hui, cherchent à se posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas, comment on appelle, on peut dire la concurrence sur ces questions. Voilà les questions sur lesquelles... Pour vous, il ne parlera donc pas de candidature. C'est vrai que souvent, à ces occasions-là, il réussit à donner des messages forts concernant lui-même son engagement politique ou même son chemin à suivre après ou pas. Mais je crois que c'est sur la question de l'état de nation, c'est des questions existentielles, essentielles. Des questions chaudes, et même 2025 qui arrive, comment il entend aborder cela? Voilà, il y a plein de questions politiques, notamment le découpage électoral et administratif, tout cela, que les gens, ou ces questions-là, où les réinscriptions sur la liste électorale également, de la CEI, voici des questions, je pense que, et là-dessus, certainement, qu'il a sa feuille de route. Très bien. Barry, votre point de vue sur le sujet. Herman a plutôt dit qu'il va plutôt axer sur les questions chaudes de l'heure, la cherté de la vie et toutes les questions. C'est ce que je souhaite, je n'ai pas dit qu'il va le faire. Non, c'est votre point de vue que j'essaie de relancer Barry. Il souhaiterait donc qu'il s'appuie sur les questions de l'heure qui, selon lui, attirent plus la pensée des Ivoiriens que peut-être sa candidature ou pas. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Non, mais c'est son point de vue, je ne peux pas trop le commenter. Mais je veux dire que pour moi, depuis que le président Ouattara a commencé le discours sur l'état de la nation, à chaque fois qu'il a produit un discours, à chaque fois, il y avait des mesures très importantes qui avaient été annoncées. Donc, ces mesures importantes-là seront au rendez-vous. Maintenant, dans quelle dimension il va les orienter, on ne va faire que se projeter. Mais Daouda l'a dit, il a là du dribble facile. Mais je note qu'il y a quand même des questions sociales très importantes. Ils l'ont évoqué, la vie chère, le coût de l'électricité. Il y a aussi le prix du cacao dont certains des planteurs s'étaient plaints ici. Solliciter une hausse de prix. Donc, il y a cette politique sociale-là. Mais pour moi, ce discours-là aura plusieurs segments, en fait. Il y aura un segment sur l'économie, ça c'est clair. Il nous l'a habitué. Il y aura un segment politique, il y aura un segment politique étrangère certainement. Maintenant, le segment où les gens l'attendent le plus, c'est justement sur la candidature ou non. Il est bien beau de parler de politique sociale, mais la stabilité est plus importante que la politique sociale. Pour vous, c'est la question centrale. Il ne faut pas que les balles crépitent à côté. Hein. S'il y a la stabilité, on peut penser économie, on peut penser tout ça. Allez-y en Ukraine, actuellement, les gens ils cherchent à survivre. Ils ne cherchent pas forcément à manger, mais à survivre parce qu'il y a des tirs d'artillerie à côté. Donc, le discours, la partie la plus importante, c'est justement sur cette candidature ou non, parce que ces militants lui ont demandé d'être candidat. Mais moi, je dirais que le 18 juin 1940, le général de Gaulle a fait l'appel de Londres où il a appelé les Français à se mobiliser. Pourquoi pas le 18 juin 2024, Alassane Ouattara va nous annoncer qu'il a décidé d'aller se reposer et prochainement, il organisera une convention pour désigner le candidat du RHDP. Ça ne sont partis. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. La seconde partie de ce temps d'antenne commence évidemment avec des félicitations à tous nos petits, tous ces enfants-là qui ont validé leur CEP en Côte d'Ivoire. On parle de 83,46%, contrairement à ce que nous avons eu l'année dernière. On a eu 28%, soit une hausse de 12,18%. Félicitations aussi aux filles qui ont travaillé mieux que les garçons. On encourage les garçons, mais félicitations aux filles. On a donc 256 563 filles qui ont validé contre 255 999 garçons. Et on parle même d'une fille qui est en tête, 3 filles en tête du peloton national. Hein. On va saluer donc Kwame Yael Jemima avec 167,27 points. Herman, la réaction?
Moi, je pense que c'est très bien. On voit le travail qui est abattu par le professeur Mariatou Koné depuis qu'elle est à la tête de ce gouvernement. De toute façon, lorsqu'elle a montré que dès le départ, elle a annoncé le retour de la dictée, Oui. on savait qu'elle allait pouvoir réussir parce que le secret pour réussir, je pense bien, pour assimiler bien les leçons, pour comprendre bien les principes et autres, c'est la lecture et la dictée. Donc, je pense bien que c'est le travail qui est fait. Moi, je voudrais surtout m'attarder un peu sur le positionnement des jeunes filles. Vous savez qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la alphabétisation des jeunes filles et je crois bien que les résultats sont là. Il y a déjà avant même d'arriver aux résultats, il y a 614 121 candidates filles contre 512 563. Il y a un travail de fond qui est fait. Il y a un travail de fond qui est fait. Et il faut saluer, ça ne m'étonne même pas qu'elles soient plus nombreuses que les hommes à avoir obtenu leur CEP. Et je crois qu'il faut continuer dedans. La jeune femme, oui, mais en même temps, il ne faudrait pas négliger l'aspect, il ne faudrait pas que les garçons régressent. Bien sûr, il faut travailler à ce que tous les gens soient promus et prennent leurs habiletés et soient mieux positionnés. Elle donnera son avis également sur le CEPL, c'est Mme Koulibaly Péléman. C'est Péléman ou Péléman? C'est beau. Merci, c'est Péléman. Péléman. Ouais. Alors, vous êtes directrice exécutive du Jardin de Zoé. Avec vous, on parlera d'un sujet important, restauration des terres, désertification, et puis comment est-ce qu'on arrive à vaincre la sécheresse. Comment est-ce que vous réagissez à cette bonne nouvelle nationale, 83,46% de taux de réussite au CEP? D'accord. Déjà, bravo et félicitations à tous nos admis et un bravo spécial à toutes ces jeunes filles-là également. Ça se voit que de plus en plus, elles ont des modèles aujourd'hui et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, elles ont vraiment envie de réussir et de prendre à cœur vraiment leurs études. Donc, bravo à nos différentes admis aux filles. Barry, un mot? Bravo aux admis, que ce soit les filles ou les garçons, et surtout mention spéciale aux parents, parce que si vous voyez des élèves, c'est d'abord les parents, ça veut dire que l'encadrement des parents est à saluer, mais aussi l'encadrement des encadreurs. Voilà, donc malheureusement pour les 12,8, et pardon, pour les 17, c'est 83%, non? 83,46%. Voilà, les 16 et quelques pourcents qui n'ont pas eu beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile. Si vous voyez 83%, ça veut dire que dans un groupe de 100, il y a 83 admis et les 17 là, comment récupérer psychologiquement? Voilà, parce c'est des que enfants. Ouais. Souvent, on a tendance à être un peu plus dur lorsque les enfants n'ont pas l'examen, alors que souvent, ce n'est pas parce que l'élève est mauvais, mais il n'a peut-être pas compris un exercice, alors qu'en réalité, c'est un exercice qu'il peut traiter facilement. Donc, il faut féliciter ceux qui ont eu, mais il faut aussi prendre soin, donner de l'affection aux malheureux candidats qui n'ont pas pu avoir leur examen. Et c'est un point sur lequel j'aimerais rebondir. Il faut féliciter ceux qui ont été admis, mais ne pas brimer ou accuser ceux qui n'ont pas pu avoir l'examen. C'est des enfants encore. Il faut faire attention à leur émotionnel surtout. Marius, comment est-ce que vous réagissez à tout ceci? Non, avec beaucoup de plaisir. Et je fais le félicitations parce que votre fils a eu le CEP. Oui, mon seul garçon, il est exceptionnel et il m'a fait honneur, effectivement. Ah oui, parce que quand même, il a eu 158 points. Et c'est intéressant, sur 170. Au-delà de cet aspect des choses, nous constatons qu'au niveau de l'enseignement catholique, eh bien, ça a été une razzia. Dans la majeure partie des écoles catholiques, au niveau du primaire, eh bien, ils ont fait tous 100% pour la plupart. Et donc, ce qui dénote du niveau de formation académique qui est donné dans ces écoles catholiques, dont moi-même je suis président des parents d'élèves. Tout à fait. Encore aux affaires. Je suis bien instruit sur les questions relatives justement au bon fonctionnement de l'éducation nationale. Daouda Koulibaly, réaction bon, Je ne veux pas revenir sur les félicitations. Je pense qu'il y en a eu beaucoup sur le plateau. Mais je vais m'apaisantir sur les écoles parce que tout à l'heure, Marius parlait de l'enseignement catholique et autres. J'aimerais dire à certains parents, c'est vrai que vous voyez des écoles qui disent on a fait 100%, 100%. Ne prenez pas toujours ça en compte parce que c'est du marketing éducatif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a des écoles où les gens sont 14 dans leur classe, ils sont 10 dans leur classe, ils sont 20 dans leur classe. Donc, c'est normal. Quand ils disent 100%, mathématiquement et sociologiquement,
ça tape dans ton esprit pour dire « Ah, cette école est très bien ». Il était jusqu'à 14. Mais oui, en même temps. Allons-y à EPP Poulet perdu, EPP Broma. Là, on n'est pas d'accord avec Je viens s'il vous plaît. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Même les téléspectateurs ne peuvent pas être d'accord avec toi. S'il vous plaît, La jeune première s'il vous plaît, s'il vous plaît. qui caracole actuellement la jeune première nationale, Kwame Yael Jemima, elle vient du groupe scolaire Children of Africa, mais qui est une école publique qui a été subventionnée, qui a été construite par la fondation Children of Africa. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, le nombre d'élèves en classe, le nombre d'élèves en classe aussi détermine aussi le taux de réussite. On va l'écouter. Marius, je prends la peine de vous écouter. Avec tout le respect. Allez-y, cher ami. Merci beaucoup, cher ami, de me laisser aller. Donc, ce que je veux dire, c'est que vas-y, mon frère. Quand les gens vont voir 100%, 200%, 300%, c'est pas ça qui est le plus important. Le nombre de places. Donc, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention de la ministre Mariatou, de sorte à désengorger nos classes pour que les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles catholiques, dans les écoles adventistes, dans les écoles privées de 15 personnes, de 12 personnes, qui puissent aussi avoir cette chance-là. Daouda, le point, c'est que vous nous faites un point qui est intéressant, c'est très intéressant. On peut regarder là-dessus. Est-ce qu'on a le pourcentage des classes qui dépassent peut-être 70 élèves ou 80 ou 100 élèves? Est-ce qu'on a le pourcentage de réussite à ce niveau-là? Moi, j'ai abordé ça mathématiquement, effectivement. Quand tu veux bien apprécier les taux de réussite, en fait, des taux, il faut regarder l'échantillonnage. Oui. Parce qu'effectivement, dans une classe où il y a 20 personnes, ou bien dans un établissement où on a présenté 20 candidats à un examen et que les 20 candidats ont réussi, mais dans une autre école où on a présenté 500 candidats à ce même examen et que parmi les 500, il y a 450 qui ont réussi, effectivement, les autres n'ont pas atteint 100%. Mais vous voyez que 450, par rapport les chances de réussite, c'est très, très faible, mais les gens ont réussi quand même à avoir 450 admis. C'est pour dire qu'il faut regarder l'échantillonnage à comparer. Il ne faudrait pas seulement rester à l'effectif de 20 personnes. Et effectivement, il faut regarder. Effectivement, il y a des écoles qui sont dites des écoles premières excellentes en termes de trucs, mais quand on regarde de près, qui ont un faible taux en termes de candidats d'effectifs présentés à ces examens. Barry, il est vrai qu'il est plus facile d'encadrer 14 enfants que peut-être 80 enfants. Non, mais ou 100 enfants. 122. 122 même. C'est clair que c'est plus facile d'enseigner 14 enfants parce que vous avez l'attention plus facilement de ces enfants-là. Mais quand vous vous retrouvez dans une classe de 50, 60 enfants, surtout que c'est les tout petits, voilà, la distraction et tout, ça vous demande plus d'énergie, ça vous demande plus de pédagogie. Mais généralement, dans les écoles publiques, moi j'ai fait les écoles publiques, donc je sais, on a quand même beaucoup d'enseignants brillants qui encadrent et certains qui ne sont même pas on a des enseignants brillants. Voilà, qui ne sont pas dans la compromission parce qu'il y a aussi des écoles privées où on essaie de donner des moyennes que j'appelle des moyennes gentilles ou des moyennes marketing pour faire du marketing comme Daouda l'a dit, on a fait 100% et tout. Permettez aussi que je félicite mon prof, quand même, le professeur Koné Marietou, qui est sociologue comme moi, qui a été notre maître. Voilà, depuis qu'elle est au ministère, il y a quand même eu beaucoup de bons résultats. Merci pour l'appel du pied. Merci beaucoup. Daouda, vous n'avez pas la parole. Marius, comme vous n'étiez pas champion dans ça. Herman Aboua, je vous en prie. Messieurs, s'il vous plaît. Marius. Mon frère, c'est un cas. Marius, mais je l'aime bien. Marius, s'il vous plaît, vous n'étiez pas en accord tout à l'heure lorsque Daouda expliquer un peu le point. Il faut faire attention au taux de nombre d'élèves en classe parce que vous vous félicitiez justement de certaines écoles qui avaient fait 100% et puis dit attention, il faut regarder le nombre, le nombre des élèves, l'effectif en classe. Je vais vous surprendre. Allez-y, surprenez-moi. Par le passé et à notre temps, nous étions 50-60 dans les classes. Le CP1. Toi, Herman, vous étiez combien dans vos classes? Mais ça ne vous a pas empêché d'être très nombreux brillants et d'être très nombreux, d'avoir une réussite très nombreux à vos examens. Non, ce n'est pas la question du nombre. Même si la question du nombre compte, je le reconnais, mais il ne faut pas tenir... C'est comme si vous dédouanez ici l'enseignement scolaire ou l'enseignement même en général. Pour vous, on ne doit pas prendre en compte cela. Mais non, mais attends, un enseignant, il est dans la classe, il donne des cours, mais les parents eux-mêmes ont le devoir du suivi de leurs enfants
également à la maison. Donc, après l'école, l'école se poursuit à la maison. On ne ferme pas les livres à la maison pour s'asseoir. Donc, nous faisons le suivi de nos enfants. Alors, si le père, il s'en va s'asseoir dans un maquis et qu'il lève le coude, il rentre à la maison, il ne sait même pas, il ne s'occupe même pas de l'éducation de son enfant. La mère n'a pas le temps de pouvoir vraiment suivre son enfant. Mais les résultats seront à la hauteur de leur inconscience. Marius Komoué, en même temps, il ne faut pas dire que tous les parents... Non, je n'ai pas dit tous les parents. Voilà, il faut préciser, il faut voilà, biaiser un peu les propos. Daouda, je préfère que vous ayez ce point-là pendant la demi en fait, aussi. J'ai voulu dire qu'il y a énormément d'irresponsabilité au niveau parental. On a noté. Daouda, vous réagissez rapidement et puis on va avec Mme Ce que j'aimerais dire à Marie, c'est qu'à la vérité, ce n'est pas qu'on est contre le fait que ton enfant soit dans une école catholique et que ce soit bien. Ce n'est pas de ça qu'il est question. L'échantillonnage dont il a parlé, si tu le prends en compte, tu vas te rendre compte que c'est le point qu'il faut pouvoir prendre. Parce que malgré la difficulté de l'enseignement avec 50, 60 élèves, tu parlais de son temps, mais en autre temps, il y avait la chicotte. Donc on était très assidus et très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de chicotte. Et du coup, aujourd'hui, les enseignants ont beaucoup de travail. Et je profite de ce temps, petit temps-là, pour dire bravo aux enseignants. Bien sûr. On va même les applaudir parce qu'ils font un travail remarquable, les enseignants, surtout au niveau du primaire, de la maternelle, du primaire. C'est pas facile déjà à la maison, mais avoir au moins 50 enfants devant vous, il faut en tout cas avoir la qualité. Nous vous applaudissons. Bravo à vous pour ce résultat. Messieurs, Madame Coulibaly Péléma est avec nous. Vous êtes directrice exécutive, je le disais à l'entame de vos propos, du Jardin de Zoé. Avec vous, on parlera de la restauration des terres, la désertification et la résiliation à la sécheresse. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux? Alors, déjà, merci de recevoir le Jardin de Zoé sur votre plateau. C'est notre plaisir, rassurez-vous. Et parler des questions d'environnement, je pense que tout le monde est réellement concerné. Et la Côte d'Ivoire avait un couvert forestier assez dense. On était pratiquement à 16 millions, voilà, dans les années 60. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 millions de couverts forestiers. Donc, 2 millions d'hectares. 2 millions d'hectares, oui. Donc, c'est dit que c'est vraiment urgent. Il faut qu'on s'intéresse tous sur les questions d'environnement. Tout le monde est réellement concerné par cette question-là. Alors, le Jardin de Zoé existe depuis 2020 déjà. Et nous avons commencé comme une entreprise familiale, donc privée. Il y avait qui et qui? Votre époux, votre... Non, pas mon époux, mais mes frères et sœurs. Très bien. Voilà, c'était purement familial. Et on s'est rendu compte qu'il y avait... on gagnait vraiment à parler d'éducation environnementale. Donc, c'est comme ça qu'on a muté seulement en 2023, récemment, en ONG. Et ce que fait le Jardin de Zoé, c'est de sensibiliser sur les questions environnementales. Voilà, parce qu'à longueur de journée, nous posons parfois des actes qui peuvent facilement détériorer l'environnement. Exemple? Il y a les ordures, par exemple, qu'on voit partout. Il y a également la déforestation. Quand on va, comment on va dire ça, en milieu rural, il y a la déforestation qu'on voit partout. Et même en milieu urbain, il y a des endroits où on n'a même plus d'ombrage. Quand on veut aménager, on détruit tout. On détruit tout, alors qu'on n'a pas pensé déjà à planter des arbres, à créer de l'ombre. Aucun arbre. Exactement, et toute la population en souffre énormément. Et l'année dernière, la Côte d'Ivoire a abrité le 5 juin. Il faut rappeler que le 5 juin, c'est la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Et la Côte d'Ivoire, l'année dernière, a abrité le 5 juin. Et donc, cette année, on a bien voulu organiser le village de l'environnement. Voilà, on n'a pas voulu organiser une seule activité voilà, qui va facilement rentrer dans les oubliettes. Donc, le village de l'environnement, c'est un cadre d'échange. Nous allons recevoir des structures aussi bien étatiques que privées, mais qui sont vraiment tous dans le domaine de l'environnement. Donc, nous allons avoir des personnes ressources, nous allons avoir également des panels pour parler de questions d'environnement, pour ensemble chercher des solutions et sensibiliser la population qui sera là sur les questions d'environnement et comment faire également pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son couvert forestier. Quand vous disiez que la Côte d'Ivoire avait organisé le 5 juin l'an dernier, vous étiez à cette rencontre, à ce panel-là? Ah non, malheureusement non. Et je n'avais réellement pas encore commencé à m'intéresser à ces questions-là. Je voulais juste savoir quelle était donc la résolution prise à cette rencontre-là. Herman, vous avez une question? Oui, ma question déjà,
Moi, je voudrais voir, parce qu'aujourd'hui, quand même, en matière de sensibilisation sur la protection de l'environnement, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui s'y intéressent en Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, cette forme d'action que vous menez, c'est-à-dire de la sensibilisation, mener des actions de planting, est-ce que cela fait que le message passe? Que pensez-vous de l'activisme, par exemple, de l'ONG qu'on connaît international, comme Greenpeace, qui est vraiment très agressif par moment pour faire passer le message sur la protection de l'environnement? Je pense que toutes les différentes activités que les structures dans ce domaine-là essaient de mener portent effectivement. Parce que, regardez la caméra. OK. Parce que ces structures-là essaient réellement de se mettre ensemble aujourd'hui. Nous, par exemple, le village de l'environnement que nous organisons aujourd'hui, on n'organise pas seul ce village de l'environnement. On l'organise avec des partenaires. Notamment, on a une ONG canadienne qui nous accompagne, SUCO, ça s'appelle. Il y a également Alliance Côte d'Ivoire, qui traite des questions de santé et qui nous accompagne également sur ces questions d'environnement. Il y a également une structure jeune également, Bienveillance, qui nous accompagne aussi, également les jeunes de You Report. Donc, toutes ces différentes actions que nous menons de sensibilisation portent effectivement parce qu'on essaie de faire du corps à corps avec les populations. Et nous, par exemple, avant le village de l'environnement, on a organisé des journées de sensibilisation où on a été parler aux riverains pour leur montrer également les conséquences que nos différentes actions ont sur l'environnement. Voilà, et je pense qu'on est écouté et on est également compris et on est même accompagné. Aujourd'hui, le ministère des Eaux et Forêts nous accompagne dans ce que nous faisons. On a le ministère également de l'Environnement. On a l'ANADER également qui nous accompagne. C'est-à-dire que toutes ces petites actions que nous essayons de mener avec les autres structures également portent aujourd'hui. Voilà. Très bien. On a quelques minutes encore à grappiller. Oui, merci Christelle. J'ai voulu juste savoir si vous étiez accompagné, par exemple, par la Direction générale de l'environnement. Puisque votre activité, c'est l'environnement et cette direction générale est au cœur de la politique nationale environnementale. C'est ça. Déjà, il faut souligner que le ministère de l'Environnement est notre ministère de tutelle, naturellement. Technique. Voilà. Donc, nous avons déposé des courriers également et nous espérons réellement les avoir à nos côtés durant le village de l'environnement. Mais pour l'heure, les ministères qui ont vraiment confirmé, c'est le ministère des Eaux et Forêts. Voilà. Et puis, l'ANADER également et nos différents partenaires qui seront avec nous, notamment Alliance, Côte d'Ivoire et SUCO. Est-ce que vous vous penchez sur la question donc, de la salubrité, de l'hygiène environnementale des populations? Dans des quartiers, on verse de l'eau sale. Je pense qu'elle en a parlé tout à l'heure. Elle en a parlé, rassurez-vous. Oui, naturellement, ça fait partie de différentes actions que nous menons parce que ce sont des gestes qu'on pose au quotidien qui détériorent également l'environnement. Donc, il faut sensibiliser sur ces questions. Merci pour ce travail. Madame Coulibaly-Péléman, votre activité du 5, est-ce qu'elle va attirer les populations du pays profond? Pourquoi? Lorsqu'on parle de désertification, il faut toucher les problématiques du pays profond. Pour les cultures, pour le bois de chauffage, souvent on est obligé de couper des arbres. Est-ce que vous avez des délégations qui arriveront à l'effet de les sensibiliser pour votre activité du 5? D'accord. Déjà, il faut noter que nous sommes à la première édition de ce village de l'environnement. Et l'autre chose également qui est bien, c'est que nous sommes accompagnés de partenaires qui traitent réellement de ces questions-là, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc, nous aurons, par exemple, à nos côtés, le réseau des femmes minières de Côte d'Ivoire qui seront présentes parce qu'on sait que les activités également dans ce domaine-là détruisent. Exactement. Donc, elles seront là également, elles pourront échanger avec nous. Et on a également l'ANADER qui est à nos côtés aussi. L'ANADER, c'est vrai que l'ANADER intervient beaucoup plus également en milieu rural, mais ce sera également l'occasion pour l'ANADER également de parler de ces questions-là et de donner des solutions, voilà, pour qu'ensemble on puisse traiter mieux des questions d'environnement. Donc oui, malheureusement, vu que c'est la première édition, on n'a pas de délégations qui vont venir de l'intérieur, mais on aura vraiment des partenaires aussi bien techniques. Voilà, qui sont habitués à aller au contact des populations. Exactement, et qui pourront mieux communiquer sur la question. Et ce que nous envisageons, c'est que pour la deuxième édition du village de l'environnement, on soit carrément en milieu rural. Donc cette première édition, on entend réellement bien la réussir
pour que le rapport final soit vraiment bien présenté aux autorités et surtout en milieu rural aussi. Très bien. Voilà. Alors, on termine. C'est où Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Ça se passera comment, où et quand, voilà. D'accord. Alors, le village de l'environnement va se dérouler sur 3 jours, du 5 au 7 juin. On sera dans nos locaux, donc au jardin de Zoé. On est situé à AB Center, non loin du bâtiment de Gervigno, qui est la référence dans ce secteur-là. D'accord. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Le village de l'environnement, il est gratuit. On attend tous les acteurs qui sont aussi bien dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Parce que, comme on le dit, l'environnement, ça concerne tout le monde. Et on gagnerait réellement à ensemble trouver des solutions pour mieux vivre sur cette terre. Et c'est une très, très belle conclusion. Merci. Merci pour ce que vous faites. C'est très important. Parler d'environnement, c'est parler de la vie en réalité. Merci. Vous êtes Mme Coulibaly Péléman, directrice exécutive du Jardin de Zoé. Et avec vous, on parlait donc de cette journée-là, mais également, in fine, de la restauration des terres, de la désertification et la résilience à la sécheresse. Merci d'être venu. Bravo et bonne continuation. Merci. Brazing et Kevin vous donnent rendez-vous pour le vrai match. C'est tout à l'heure sur Live TV. Quant à nous, ça sera demain. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.